Bonjour, on continue avec le chapitre 3 et avec la démonstration de ce théorème, c'est à savoir le théorème de l'adjection monotone. Donc, théorème que j'ai déjà énoncé, vous le connaissez aussi, même vous l'avez appliqué au baccalauréat pour résoudre certains problèmes posés à l'examen national. Donc, si I est un intervalle de R, F, une application continue sur cet intervalle, est strictement monotone, donc il y a deux hypothèses. Alors, F est une bijection de I dans l'intervalle F de I, et l'application inverse de F moins 1, qui est définie de F de I vers I, est continue et strictement monotone sur l'intervalle F de I et le même sens de mon équilibre. Comme je l'ai déjà rappelé, le point qui mérite d'être démontré et qui présente beaucoup de difficultés, c'est de démontrer que la fonction f-1 est continue. Vous allez voir que établir la stricte monotonie est très simple. On a déjà montré que l'application, lorsqu'elle est strictement monotone et continue, elle est bijective. Elle est injective. On sait, je vais rappeler pourquoi elle est surjective. Bien sûr, c'est une application définie de E vers F, une application. Alors déjà, je peux déduire la chose suivante. C'est un résultat connu pour les élèves venant de sciences mathématiques. En fait, en première année, ils ont écrit ou bien rencontré cette remarque que je vais rappeler. Alors, F est surjective, elle est surjective de E vers F de E. Donc voilà, dès que j'ai une application, donc elle est surjective de cet ensemble vers l'ensemble des images F de E. Donc le point, comme je l'ai déjà dit, à démontrer, c'est le point concernant la continuité. Donc voilà, donc cette remarque, je l'ai déjà rappelée et citée dans la vidéo numéro 4 précédente. Donc on peut remplacer strictement monotone ici par injective selon le théorème 5.2. Maintenant, passons à la démonstration. Bien, F est surjective, comme je l'ai rappelé, de I sur F de I. Elle est aussi injective selon le théorème 5.2. Donc, notre application est une bijection de I vers F de I. Montrons maintenant que F de I, passons maintenant à la démonstration de la monotonie stricte et la continuité. Mais avant de passer, je rappelle, ou bien on déduit aussi que F de I est un intervalle, c'est le corolé 5.2, parce que dans les conséquences, F est une bijection, voilà, nous l'avons montré, et qu'elle est bijective de I dans l'intervalle F de I, voilà, d'après le corolé 5.1, donc il nous reste à montrer que notre application est strictement monotone, à savoir F-1, et qu'elle est continue sur l'intervalle F de I. Voilà, pour la stricte monotonie, supposons que F est strictement croissante. Sur I, par exemple, s'il est strictement décroissant, on montre aussi par la même démarche que F-1 est strictement décroissant sur F de I. Montrons que F-1 est strictement croissante et continue sur l'intervalle I. Donc, pour la stricte monotonie, pour montrer que F-1 est strictement croissant sur F de I, alors, je vais prendre deux éléments, Y1, Y2, deux éléments de F de I, tels que Y1 est inférieur strictement à Y2. Alors, nous allons essayer de montrer que F-1 de Y1, elle est inférieure strictement à F-1 de Y2 pour assurer le fait que F-1 est strictement croissant. Bien. Donc,
Donc pour montrer ça, nous allons procéder par l'absurde. Supposons que l'on n'a pas ça, ça veut dire qu'on a f-n de y1 est supérieur ou égal à f-n de y2. Alors, ce f-n de y1, elle appartient à i. Celui-là aussi, elle appartient à i. Notre fonction f est strictement croissante sur i, nous l'avons supposé. Donc, je vais appliquer la fonction f à ces deux nombres, celui-là et celui-là. Alors, de f-n de y1 est supérieur ou égal à f de f-n de y2, bien parce que f est croissante sur i. D'où y1, parce que f de f-n de y1, c'est la composée, c'est une propriété de la composée, vous la connaissez, f-1 de n'importe quel y appartient à l'image, il est égal à y. Donc, on a y1 supérieur ou égal à y2, ce qui est en contradiction avec notre hypothèse. Montrons maintenant la continuité. Voilà, donc f-1 continue sur f de i. Donc, on va voir que c'est une démonstration aussi longue et aussi difficile. Voilà, soit y0 appartient à f de i. Et nous allons montrer que notre application f-1 continue en ce point y0. Je vais poser, ou bien on va fixer un équation positif strict. Nous allons essayer de démontrer ce résultat en utilisant la définition. Il faut montrer, il faut chercher un état positif tel que, quel que soit y appartenant à f de i, si on a y moins y0 valeur absolue strictement état, alors f moins y moins la valeur absolue de f moins y moins n de y0, elle est inférieure strictement epsilon, ou encore la valeur absolue de f moins y moins x0 est inférieure strictement epsilon, avec x0, c'est l'image réciproque, ou bien tel que f de x0 égale y0. Ça veut dire que f moins y0 c'est x0. x0 pardon. Ce x0, il appartient à i. Voilà, donc, en notre part n de i, donc i est un intervalle, la longueur de l'intervalle i qui est bêta moins alpha si i est borné et l'extrémité à la bêta, par exemple si i de cette forme, alpha, bêta, ou bien alpha, bêta, ou bien alpha, bêta, ou bien alpha, bêta, comme ça. Donc, avec alpha, inférieur strictement à bêta. Donc, s'il n'est pas borné, donc la longueur c'est bêta moins alpha. Bien sûr, on a supposé que alpha, l'extrémité gauche, c'est alpha et l'extrémité droite de l'intervalle, c'est bêta. Maintenant, s'il n'est pas borné, ça veut dire si i est de la forme, par exemple, soit moins l'infini plus l'infini, soit un a ou bien un alpha plus l'infini, ou bien alpha plus l'infini, ça veut dire les autres cas des intervalles restants, il y en a aussi trois, moins l'infini, alpha, moins l'infini, alpha. Ce sont les quatre cas restants des intervalles qui ne sont pas bornés. Ça c'est R, ça c'est un voisinage de plus l'infini, un voisinage de moins l'infini. Donc si le i n'est pas borné, ça veut dire il est de cette forme. Alors on va poser que la longueur de i, c'est plus l'infini, c'est tout à fait naturel. Il n'est pas borné. Alors, trois cas se présentent pour ce x0 qui vérifie que x0 est égal à y0. Le premier cas, si y0, pardon, ce x0, je rappelle que ce x0 est vérifié f-1 de y0, elle est égale à x0, et ceci équivaut à y0 est égal à f de x0. Donc, ce x0 appartient à i. Donc, trois cas se présentent. Le premier, c'est que ce x0, c'est l'inf de i. Le x0, c'est l'inf de i. Et puisqu'elle appartient à i, parce que c'est l'image réciproque de y0 par l'application f, donc dans ce cas, ce x0, c'est un minimum. Alors, y0, c'est un minimum de f de i. Pourquoi? Parce que nous avons supposé que la fonction f est croissante. I est donc de la forme, I est de la forme x0 quelque chose, donc x0 n'importe quoi, peu importe, parce que c'est alpha c'est le minimum, x0 c'est le minimum,
Et le f de i, pardon, i, c'est ça, et le f de i, quant à lui, c'est de cette forme, ça veut dire f de x0, f de x0, ou quelque chose comme ça. Donc, soit un nombre, soit l'infini, soit l'infini. Voilà. Donc, on va prendre ce f qui est égal à x0 plus le minimum de n et pardon, de y de L sur 2. Donc, notre intervalle sur cette forme de i, elle est là. Voilà le x0 et voilà. Donc, le x0 est là. Maintenant, la longueur de i, on a deux possibilités. Soit si i est borné, donc celui-là c'est un nombre réel sur 2. Donc, si je prends le x0 plus le minimum de ça et de ça, puisque ce minimum inférieur à L de a, L de i sur 2, donc elle sera ici, donc ce x0 plus quelque chose. Parce que le L sur 2 c'est ça. Si j'ajoute L sur 2, le x0, pardon, il est là. L sur 2, c'est ça. L de i sur 2, c'est ça. Donc, si j'ajoute à x0, celui-là, la moitié, L de i sur 2, ça veut dire que je vais ajouter ça, donc je vais rester dans l'intervalle comme nous allons le montrer. Si le L de i est l'infini, et bien sûr, ce nombre est la partie aussi a, i, comme nous allons le prouver. Donc, on a donc la première chose, x0, il est inférieur strictement à r, inférieur ou égal à x0 plus epsilon, d'après les phrases qu'on ajoute à le r x0, auquel on a ajouté un nombre strictement positif. Donc, et le r, il est inférieur ou égal à x0 plus epsilon. Pourquoi? Parce que ce r, c'est x0 plus le minimum. Le r, elle est là, donc il est inférieur à x0 plus epsilon, parce que ce minimum, il est à la fois inférieur à epsilon et inférieur à L sur 2. Par la même chose, donc on a x0 inférieur à strictement inférieur à x0 plus L sur 2. Donc, le x0, il est inférieur strictement à r, inférieur à x0 plus epsilon, comme ça, et le r appartient à i, c'est le plus intéressant, ça c'est ce que j'ai déjà dit, et bien parce que i est un intervalle. Voilà, car pour i borné, j'ai déjà montré peut-être ça oralement, x0 plus L de i sur 2 appartient à i. S'il est borné, je l'ai déjà essayé de schématiser ça. Donc le r appartient à i, parce qu'on aurait un nombre r compris entre un élément qui appartient à i et un autre élément qui appartient à i. Donc i étant un intervalle, donc le r appartient à i. Le second cas, s'il n'est pas borné, si i est non borné, alors x0 plus l'infini, comme ça c'est i, et dire que le x0 n'a pas inférieur strictement à r, elle est là, donc ceci entraîne que le r appartient à i. Parce que cet intervalle x, si je prends r supérieur strictement à x0, ceci entraîne que r appartient à x0 plus l'infini, donc il appartient à cet intervalle. Donc, dans les deux cas, on a montré que le r appartient à i. Bien, on continue. Donc voilà le état. Soit état est égal à f de r moins y0. Bien sûr que le r, on a montré que le r appartient à i. Donc je peux parler de f de r et elle appartient à f de i. Elle appartient à f de i. Et nous avons dit que le f de i est de cette forme, y0 quelque chose. Donc dire que le f de r appartient à f de i, donc le f de r, elle est supérieure strictement, en fait, elle est supérieure ou égale à y0, mais on a pris que le x0 il est inférieur strictement à r, notre application est strictement croissante, donc f de r supérieur strictement à f de x0, ça veut dire que f de r moins y0, elle est strictement positive. Donc on a cette inégalité stricte. Donc ce état, elle est strictement positif. Donc soit état nombre là, deux états strictement positifs car f est strictement croissant sur i. Maintenant, on va prendre y appartenant à f de i. Alors, le y est supérieur ou égal à y0, je l'ai déjà dit, parce que le f de i est s'écrit comme ça, y0 quelque chose, comme ça c'est un intervalle. Et on a, si j'impose à la valeur absolue de y moins y0 inférieur strictement à cet état, alors on a la chose suivante. Ceci équivaut à y moins y0
celui-là, le y moins y0, elle est supérieure strictement à 0, inférieure strictement à θ, parce que y est supérieur ou égal à 0. Lorsque j'impose ça, alors cette valeur absolue elle est non nulle. Le y moins y0 est strictement positif. Donc il est inférieur strictement à θ. Donc y0 inférieur strictement y, inférieur strictement y0 plus θ. J'ai fait passer le y0 de part et d'autre de ces inégalités. Ça veut dire que le y0 inférieur strictement y, inférieur strictement f de r. Pourquoi? Bien sûr, parce que le θ, c'est ça. C'est f de r moins y0. Donc le y0 plus θ, c'est f de r. Maintenant, je vais utiliser l'application f, f moins 1. F-1 est strictement croissant. F-1 est strictement croissant sur f de i. Alors, f-1 de y0, inférieur strictement f-1 de y, inférieur strictement f-1 de f de r. Celui-là, c'est exactement i0. Le f-1 de y, c'est celui-là, c'est f-1 de y, et celui-là, c'est r. Or, notre r, elle est inférieure ou égale à x0 plus epsilon. Voilà, je vais revenir et rappeler pourquoi, parce que le r, c'est celui-là. R, c'est le x0 plus le minimum de 100. Donc, le r, il est inférieur, on l'a déjà cité, il est là. Le x0 inférieur strictement r inférieur ou égal à x0 plus epsilon. Donc, ça veut dire que le x0 inférieur strictement à ça, et le r étant inférieur strictement à x0 plus epsilon, donc je peux me débarrasser de ce r, donc j'aurai cette inégalité. Ça veut dire quoi? Sur f-1, je vais retrancher le x0 de ces trois nombres, de ces deux inégalités, pardon, j'obtiens ça, et puisque f-1 de y, f-1 de y, elle est supérieure strictement à f-1 de f de y0, donc ça c'est x0, donc f-1 de y c'est strictement x0, ça veut dire que celui-là, c'est la valeur absolue, donc on a démontré le résultat pour le epsilon déjà fixé, pour le état qu'on a trouvé aussi. Donc si j'ai le y quelconque, elle est là, donc f de i qui reflète ça, alors on a montré que la valeur absolue f moins y moins x0, et le x0 c'est f moins y y0 moins epsilon. Le deuxième cas, donc le premier cas, si x0 est égal au minimum. Maintenant, le deuxième cas, si x0 est égal au maximum de i. Parce que le x0, elle appartient à i. Alors, donc la technique, je vais la reproduire, la même technique, sauf que je vais travailler à gauche de x0. Donc le y0, c'est le maximum de f de i, parce que notre application est strictement croissante, et même, je peux utiliser croissante, et i à cette forme. Le f de i, lui, à cette forme, parce que le f de x0, c'est y0. Voilà, donc soit s, c'est le x0 moins le minimum de, maintenant moins le minimum de epsilon et de L sur 2. Donc, on va reproduire la même démonstration. Donc, on a, première chose, le minimum de epsilon et de L sur 2 inférieur à epsilon. Le minimum de epsilon et de L de I sur 2, il est inférieur à L de I sur 2, d'après la définition du minimum. Donc, ce qui entraîne que je vais multiplier par moins 1 les deux membres de la première inégalité. Donc, on a cette inégalité. De la même manière, en multipliant celle-ci par moins 1, on obtient ça. Et alors, le x0 moins le minimum, je vais ajouter x0 là et là, j'obtiens cette inégalité. Et le x0 moins le minimum, ça, le gars, ça tombe. Ce ne sont que de calculs. Alors, le x0 est supérieur strictement à s. Pourquoi? Parce que je vais revenir, donc c'est là où commence le travail. Le x0, pourquoi il est supérieur strictement à s? Voilà, le s c'est le r moins le x0, pardon, moins le minimum, le voilà. Donc x0 moins ce minimum, ça c'est s. C'est pourquoi on a cette double l'inégalité. Donc le x0 moins le minimum de epsilon de L sur 2. Donc on passe. Donc un moment ici.
Donc, voilà, x0 supérieur strictement moins S, voilà, et, pardon, supérieur ou égal. Ça, c'est supérieur ou égal. 0 moins epsilon. Nous sommes là. x0 supérieur ou égal à S. Parce que le S, c'est ça, c'est le x0 moins ce minimum. Donc, pour la deuxième inégalité, le x0 supérieur strictement à S aussi est supérieur ou égal à x0 moins n sur 2. Donc, le x0 supérieur strictement à S, voilà le S, c'est ça. Et le x0, le S, pardon, elle est égale à x0 moins le minimum de epsilon et de L de I sur 2. Donc, lorsque je retranche un nombre qui est positif d'un nombre quelconque, j'aurai le x0 et le supérieur strictement à S. Donc, voilà, c'est simple, ça. Et les deux membres qui sont là, ce sont les membres du policier. Voilà. Alors, le x0 et les supérieurs strictement S est supérieur ou égal, pardon, pour, je ne sais pas pourquoi, supérieur ou égal à x0 moins epsilon pour la seconde. Donc, le S, elle appartient à l'intervalle I. Bien sûr, parce qu'il est un intervalle, de même, je vais faire la démonstration. Car pour I borné, on a x0 moins L sur 2 appartient à I. Voilà, donc le x0 moins L sur 2, le x0, elle est là. Et nous avons dit que le x0, c'est le max de I. Donc, si elle est bornée, donc j'ai ici un nombre quelconque, le alpha. Peu importe, le L de I sur 2, donc voilà le L de I sur 2, le L de I c'est ça, et le L de I sur 2 c'est cette quantité. Lorsque je retranche x0 moins L sur 2 cette fois-ci, je retranche ça, je reste dans l'intervalle. Donc, un élément qui appartient à l'intervalle qui contient deux éléments d'un intervalle, elle appartient à l'intervalle, c'est ça la définition d'intervalle. Donc, K est un intervalle. Maintenant, si I est non borné, comme pour le premier cas, I est égal à moins l'infini x0, et dire que notre S, elle est là. Notre S, elle est là. Ça veut dire que S appartient à l'intervalle moins l'infini x0. Et ça veut dire que notre S, elle appartient à I. Donc, S, voilà. Et on pose état maintenant si y0 moins f de s est égal à f de x0 moins f de s. Le y0 est égal à f de s. Voilà, le état est strictement positif par la même preuve. En fait, car f est strictement croissant sur i. Et je prends un y qui appartient à i, à f de i, pardon. Alors, le y est égal à y0 parce que notre intervalle f de i a cette forme, le y0, voilà. Donc, si y appartient à i, il est inférieur à y0. Et on a, si le y, on va leur absolument y0 supérieur strictement 0 inférieur strictement à, alors, pourquoi maintenant on a ça? Parce que le y moins y0, elle est négative, elle est non nulle, donc elle est négative parce que le y appartient à i, donc elle appartient à un intervalle comme ça, ou bien le y est inférieur à y0. Étant différent de 0, donc cette valeur absolue, c'est y0 moins y. Ce nombre est négatif. Donc voilà, ça veut dire que moins état inférieur strictement à y, moins y0 inférieur strictement à 0, on a multiplié par moins 1. Donc, y0 moins état inférieur strictement à y, inférieur strictement à y0. Donc, j'ai fait passer sur y0 là et là. Ça veut dire que j'ai ajouté y0. Donc, le y0, maintenant le état c'était ça, c'est y0 moins f de s. Donc, j'ai remplacé état par sa valeur. Donc, si y moins y0 moins f de s, inférieur strictement à y, inférieur strictement à y0. Donc, y, en faisant le calcul, on trouve ici c'est f de s inférieur à y, inférieur strictement à y0. On va utiliser la strictement entendue, ou bien le fait que f moins 1 est strictement croissant, parce qu'on a supposé que f est strictement croissant.
Voilà. Et comme f moins est strictement croissant tiers f de i, alors je vais composer par f moins n de f de s inférieur à f moins n de y inférieur strictement à f moins n de y0, ce qui entraîne que s elle est inférieur strictement à f moins n de y inférieur strictement à y0. Et le S, voilà donc comme pour le premier cas, donc x0 moins epsilon inférieur ou égal à S, celui-là, parce que le x0 moins epsilon, epsilon c'est le minimum de, voilà, je peux revenir pour rappeler ce epsilon, pardon, ce S, le voilà. Donc c'est une démonstration technique assez longue. Voilà le S, voilà, j'utilise le S x0 moins le minimum de epsilon et de L sur 2. Donc nous allons revenir et continuer. Donc on remarque qu'on reproduit la même démonstration que pour la première, sauf qu'on travaille avec le maximum ici. Donc voilà. S, donc d'après ça, et le x0 moins epsilon inférieur ou égal à S inférieur strictement à f moins n de y inférieur strictement à y0. Donc le 0 inférieur strictement à x0 moins f moins n de y inférieur strictement à epsilon. Donc j'ai fait passer le epsilon ici, le E sur le ici. Donc x0 moins f moins n de y, elle est là. x0 moins f moins n de y inférieur strictement, j'ai passé l'epsilon ici. Et le 0 inférieur strictement à f moins n de y moins f moins n de y0 parce que x0 c'est quoi? C'est f moins 1 de y0. Le f, donc j'ai f moins 1 de y0 moins f moins 1 de y. Notre fonction, le y, elle est inférieure strictement à y0. Donc la fonction f moins 1 est strictement croissante. Donc f moins 1 de y inférieur strictement à f moins 1 de y0. Donc cette différence-là, ça veut dire f moins 1 de y0 moins f moins 1 de y0 moins f moins 1 de y, elle est positive. Donc cette quantité, c'est exactement la valeur absolue de f moins 1 de y moins f moins 1 de y0. Qui est inférieur strictement à epsilon. Voilà la justification est là. Donc, ce qu'on veut montrer, on a supposé que y moins de 0 valeur absolue strictement à on a montré que f moins n de y moins f moins n de y0 en valeur absolue inférieur strictement à epsilon, c'est strictement à 0. Voilà le troisième et dernier cas. Si maintenant l'inf de i n'est pas égal à x0, n'est pas égal sup de i, donc x0 c'est un élément de i, donc il est supérieur strictement à l'inf. Et inférieur strictement à sup, je tiens à rappeler que cet inf peut être également à l'infini et celui-là peut être égal à plus l'infini. Maintenant, on continue. Donc, il existe donc A et B de i tel que. Pardon, peut-être la dernière ligne n'est pas claire, on n'arrive pas à la regarder. Donc je vais choisir A et B tel que A inférieur strictement à x0, inférieur strictement à B. Tel que A inférieur strictement à x0, inférieur strictement à B. Donc le A et B existe parce que celui-là c'est l'inf. Donc je ne peux pas avoir tous les éléments de I qui sont inférieurs ou égaux à x0. Quel que soit A appartient à I, ça veut dire que x0 est un minimum, ou bien c'est l'inf, c'est un minimum, pardon, donc si un minimum est supérieur strictement à l'inf, c'est absurde. Donc il va exister un A tel que A inférieur strictement à x0, de même il va exister un B, je ne peux pas avoir la chose suivante, tous les B de I, quel que soit B appartenant à I, le B inférieur égal à x0, car sinon, j'aurai x0 est un majoron de I, ce qui est en contradiction avec le fait que x0 inférieur strictement à sup de I. Donc, je peux choisir deux nombres A et B de I tels que A inférieur strictement à x0 inférieur strictement à B. Alors, je vais prendre maintenant S, c'est le maximum de A x0 moins epsilon, ce A, elle est là, et le x0 moins epsilon. L'epsilon qu'on a déjà choisi. Donc c'est le minimum de A, x0 moins epsilon. Le epsilon, voilà, c'est un élément quelconque, ce S.
parce que je ne suis pas sûr que qui est le plus grand, soit A, soit x moins epsilon. Epsilon est déjà elle est fixée quelconque positif strict. Et R, elle est égale au minimum de P et de x0 plus epsilon. Voilà, donc on a alors le A inférieur ou égal à S, d'après la définition même de ce S, c'est le maximum. Le S, elle est inférieur strictement à x0. Pourquoi? Parce que ce S, c'est A et le x0 moins epsilon. Donc ce S, c'est le maximum, donc il est inférieur ou égal, pardon, S, il est inférieur strictement à ce x0. Et le x0, pardon, il est inférieur strictement à R. Ça, c'est R, il n'y a pas de I ici. Donc, alors, S appartient à I et R appartient à I, car I est un intervalle. Donc, j'ai le A et B sont mon I, A et B sont mon I. J'ai le S, elle est là, A inférieur égal à S, inférieur strictement à B ou bien inférieur égal, donc S appartient à I, parce que le A et B sont mon I. De même, j'ai le A inférieur ou égal, ou bien inférieur strictement à R inférieur ou égal à B. Le I est un intervalle, donc le R appartient à I. Donc, ce sont deux éléments de I. Donc, je peux composer par F puisqu'il est strictement croissant. Et on a toujours bien un S, un R ici par. Donc, le S est inférieur strictement x0, inférieur strictement à R. Donc, F de S inférieur strictement à F de x0, inférieur strictement à F de R, car F est strictement croissant sur I. Soit donc état est égal au minimum de F de x0 moins F de S, et le F de R moins F de S. Donc, si le nombre comme d'après cette inégalité, donc celui-là est positif, celui-là est strictement positif, donc le état est strictement positif. Et on a le état inférieur égal à y0 moins f de s par définition de cet état, parce que c'est le minimum de ça, et le f de x0 c'est y0. Et le état, toujours encore un r, c'est f de r moins y0. Pourquoi? Parce que f de x0 c'est y0. J'ai rien fait, j'ai juste remplacé f de x0 par y0. Alors, f de s, elle est inférieure ou égale à y0, moins état. J'ai passé ce f de s ici, ce état-là. De même, le y0 plus état, il est inférieur ou égal à f de r. Pas de i ici, ou bien, donc, c'est r ici. f de r. Pardon, il n'y a pas de i, excusez-moi, donc c'est f de r. Voilà. Donc, si je prends maintenant un y quelconque dans f de i, tel que la valeur absolue y moins y0 inférieure strictement à état supérieur strictement à 0. Alors, cette double inégalité entraîne que y0 moins état, donc j'ai, pardon, il n'y a pas de valeur absolue ici, donc je me suis allé un peu vite, en fait, y0 bien y moins y0 inférieure strictement à état supérieur moins état. Et j'ai fait passer le y0 moins état, elle est là, y0 moins état, j'ai fait passer le y0 moins état, et est inférieur strictement y, inférieur strictement y0 plus état. Donc voilà, j'ai bien fait, j'ai juste utilisé cette technique que vous connaissez. Maintenant, je vais utiliser ça, je vais revenir ici, le même là. Donc f de s, elle est inférieure ou égale à y0 moins état. Sur y0 moins état, elle est inférieure strictement à y. Sur y inférieur strictement à y0 plus état. Et ce état inférieur égal à f de r. Pardon, y0 plus état, après ça, elle est inférieure ou égale à f de r. Donc, en définitive, f de s, elle est inférieure strictement à y qui est là, elle est inférieure strictement à f de r. Voilà. Et comme f-1 est strictement croissant sur f de i, alors, S, je vais composer par f-1. F-1 de f de S, c'est S, inférieur strictement à f-1 de y, inférieur strictement à R. Et c'est pas I. Donc, x0 moins epsilon, donc le S, c'est ça. x0 moins epsilon, parce que le S inférieur strictement à ça, et le S, c'est le maximum. Donc, dire que le maximum d'ici 2 est inférieur strictement à ça, ça veut dire que les deux sont inférieurs strictement à ça, en particulier x0 moins epsilon, elle est inférieure à S, inférieur strictement à f-1 de y,
infrastructurement à R, et le R, c'est ça. Le R, c'est le minimum de ça, et le minimum, elle est inférieure à C2. Il est inférieur à B, inférieur à X0 plus Y, et c'est presque terminé après la définition de S et de R, pardon. Donc, si j'avais appelé ça ici, je n'aurais pas dû faire tout ce changement. Donc, moins epsilon qui est là, il est infrastructurement f moins 1 du y moins x0 infrastructurement epsilon, parce qu'en fait, on a moins epsilon infrastructurement à f moins 1 du y, qui est infrastructurement à x0 plus epsilon. Et je vais faire passer sur x0 ici, donc j'aurai, ou bien on a cette double inégalité. Et maintenant, je vais utiliser ce que je sais sur x0. Donc la valeur absolue de f moins 1 de y moins x0, il est infrastructurement epsilon. Mais x0, c'est f moins 1 de y0. Et voilà, c'est ça ce que nous avons à démontrer. Dans ces trois cas, on a montré que quel que soit epsilon positif, il existe un état tel que, quel que soit y appartenant à f de i, si j'ai le y moins y0, y moins y0 en valeur absolue, infrastructurement état est positif, alors on a f moins 1 de y moins f moins 1 de y0, elle est inférieure strictement à epsilon. Ça veut dire que notre application f-1, elle est continue. Donc, vous avez remarqué que le concept que nous avons beaucoup véhiculé ou bien utilisé, sur lequel notre démonstration est basée, donc c'est le concept de la borne supérieure et inférieure. Ces deux concepts étaient absents de nos programmes, ou bien sont absents dans nos programmes de deuxième année sciences mathématiques. C'est pourquoi vous avez admis ce résultat. Eh bien, on remarque que le théorème précédent peut s'énoncer ainsi. Si f est une fonction numérique continue sur un intervalle i, alors f est une bijection de i dans l'intervalle f de i, c'est seulement si f est strictement monotone sur l'intervalle i. Donc voilà, il y a une équivalence, parce qu'on a déjà démontré l'équivalence entre la stricte monotonie et l'éjectivité. La deuxième remarque, si f est continue strictement monotone sur un intervalle i et de fonction réciproque g est égal à f moins 1, alors on a les choses suivantes. C'est le graphe de f, c'est la courbe de f. C'est ça sa définition. C'est l'ensemble des x, f de x tel que ça appartient à i. Et le graphe de g, ça veut dire la courbe de f moins 1. C'est l'ensemble des y tel que g de y tel que y appartient à f de i. Alors, or, on sait que quel que soit y dans f de i, il existe un unique x appartient à tel que y est égal à f de x. Donc, je peux écrire ce graphe de f autrement. Elle est égale à f de x, c'est le y, et le x tel que x appartient à i. On va donc ces deux ensemble. Donc, l'abscisse, ça devient ordonnée, et l'ordonnée, ça devient abscisse. Et on sait que l'ensemble de tels ensembles de points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, à la première bisectrice. Les deux éléments, bien les deux couples x, f de x et f de x, x sont symétriques par rapport à la première bisectrice. Donc, je confonds ici les coordonnées avec des points. J'ai un élément x dans le plan rapporté à un repère orthonormé, bien sûr. Le x, voilà le f de x. Et maintenant, ce f de x, ça devient l'abscisse et l'autre, ça devient l'ordonnée. Donc, vous le savez déjà peut-être. Donc, ces deux points, ce point et l'autre point sont symétriques. Ça, c'est f de x. Et ça, c'est x sont symétriques par rapport à la première bisectrice. On peut démontrer ce résultat, c'est très simple. Donc, les graphes de f et de f-1, les courbes de f et de f-1, respectivement, sont dans un repère bien sûr orthonormé, sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale à x. Donc, on entame maintenant une nouvelle partie dans laquelle nous allons voir des applications du théorème précédent. Donc, je vais juste citer ces trois théorèmes de définition et je vais m'arrêter.
une fonction que vous la connaissez, l'application sinus est continue, vous le savez, elle est strictement croissante sur moins pi sur 2, pi sur 2, parce que sa dérivée, la dérivée de sinus, quel que soit x appartenant à R même, c'est le cosinus de x, et vous savez que le cosinus sur moins pi sur 2, pi sur 2, elle est strictement positive, donc notre fonction est strictement croissante. Puisqu'elle est strictement croissante et continue, donc elle est bijective. Elle a donc une fonction réciproque définie de moins 1, 1 vers cet intervalle continue et strictement croissante. Notre arc sinus, et on a les deux propriétés suivantes, quel que soit x moins pi sur 2 sur 2, quel que soit y appartient à ça. Le arc sinus de y est égal à x et seulement si sinus de x égale à y. Donc, ça, c'est le cas particulier de f-1 de y égale à x, et seulement si y égale à f de x. Avec f, bien sûr, c'est la fonction sinus. Deuxième chose, donc la deuxième propriété, quel que soit x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, arc sinus de x est x. Donc ça, c'est l'équivalent de f-1. On a déjà utilisé cette propriété de f de x. Elle est égale à x. La troisième propriété, quel que soit x appartient à moins 1, 1, le sinus de arc sinus de x est égal à x. C'est l'équivalent de cette propriété que vous connaissez déjà, f de f-1 de x, elle est égale à x. Mais attention, le x ici appartient dans les définitions de f-1, ça veut dire c'est le f de i, ici c'est moins 1, 1, alors qu'ici, le x il appartient dans les définitions à l'intervalle sur lequel la fonction sinus, la fonction f, est continue strictement monotype. Donc voilà, ces trois propriétés. Le deuxième théorème de définition, donc pour l'application cosinus, voilà, on connaissez aussi, elle est continue strictement décroissante cette fois-ci sur 0 pi. Pourquoi elle est strictement décroissante? Soit par définition, soit on utilise cette propriété. En fait, quel que soit x dans R, le cosinus prime de x, c'est moins sinus de x, et sur 0 pi, vous savez que le cosinus est positif, donc moins sinus est négatif strict, elle s'annule en pi en 0, donc notre fonction est strictement décroissante sur cet intervalle. Elle est continue, donc elle aussi, elle a une bijection, bien une fonction réciproque sur moins 1, 1 toujours. Elle est définie de moins 1 vers 0 pi, continue strictement décroissante, notée arc cosinus de, ou bien arc cosinus comme ça, arc cosinus. Et on a de même les trois propriétés, donc quel que soit x dans 0 pi, quel que soit y dans moins 1, 1, arc cosinus de y est égal à x et seulement si cosinus de x égale à y. La deuxième propriété, quel que soit x dans 0 pi cette fois-ci, arc cosinus de x, et la troisième, quel que soit x dans moins 1, 1, donc le domaine de définition bien l'intervalle f de x, et le domaine de définition de arc cosinus de arc cosinus de x est égal à x. Mais attention, cette propriété, ou bien les propriétés précédentes, surtout ces deux propriétés, il faut faire attention, le x doit être dans 0 pi, et donc pour l'arc sinus de x doit être donc moins pi sur 2, pi sur 2. De même, si j'applique ça, notre x doit être donc moins 1, 1. Voilà, la première arc sinus de 9 pi sur 4, celui-là n'appartient pas à moins pi sur 2, pi sur 2, il est différent de ça. Pour remédier ou bien pour calculer ça, je dois utiliser une propriété de la fonction sinus. Le sinus de 9 pi sur 4, c'est le sinus de pi sur 4. Pourquoi? Parce que 9 pi sur 4, 9 pi sur 4, en faisant la division de 9 par 4, j'obtiens 2 pi, et plus, il me reste 1 pi sur 4. Voilà. Donc, ça, j'ai fait la division de 9 par 4, il me reste 1, 1, donc, et le sinus de ça, elle est égale au sinus de ça. La fonction sinus, vous le savez, c'est une fonction périodique dont le pi est une période, pardon, c'est le sinus de pi sur 4. Celui-là, elle appartient à 1 pi sur 4, pi sur 2, pi sur 2, donc là, sinus du sinus pi sur 4, c'est pi sur 4. La même chose pour la fonction cosinus. Arc cosinus de cosinus de 13 pi sur 3, celui-là aussi n'appartient pas à 0 pi, donc je vais faire la division euclidienne comme j'ai fait ici. Donc, et on a
A cosinus de cosinus 13 pi sur 3, elle est égale à cosinus de pi sur 3 est égale à pi sur 3. Donc je dois diviser par 13, pardon, pi sur 3. J'ai divisé 13 par 3, c'est 4 fois 3, c'est 12. 4 pi plus aussi un pi sur 3. Et le cosinus de ça, c'est le cosinus de ça, c'est le cosinus de pi sur 4, comme vous le connaissez. Donc, mais on doit faire attention à ces calculs. Donc, cette formule, pardon, n'est pas vraie pour tous les x qui appartiennent à f. Pour la dernière définition d'intervalle, c'est la fonction réciproque de la tangente. Les sciences maths la connaissaient déjà en deuxième année sur le baccalauréat. Pourtant, je vais la rappeler pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de la rencontrer. Donc, la fonction tangente est continue strictement croissante sur cet intervalle. Et bien, pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction tangente est dérivable sur cet intervalle, et quel que soit x appartenant à cet intervalle, je l'appelle i. Alors, la fonction tangente prime égale à 1 plus tangente au carré de x. Cette fonction est strictement positive. Ça veut dire que la fonction tangente est strictement croissante sur l'intervalle 1 pi sur 2 pi sur 2 ouvert. Donc, il continue strictement croissant sur cet intervalle. L'image de cet intervalle, l'image de la fonction est strictement croissante. C'est la limite, l'image de ça, par la fonction tangente, quand t ou bien x tend vers moins pi sur 2 plus de tangente de t, et la limite quand t tend vers pi sur 2 moins de tangente de t, elle est égale à moins l'infini plus l'infini. Voilà, donc ce sont des résultats que j'avais déjà vus en première année, sciences, soit sciences mathématiques, bien sciences expérimentales. Donc cette fonction a de manière d'éjection une fonction réciproque sur R, bien définie de R sur cet intervalle, elle est continue et strictement croissante à la même moment que f, notée, on la note arc tangente, arc T, A, N, et on a aussi les trois propriétés. Quel que soit x dans moins pi sur 2, quel que soit y dans R, arc tangente de y égale à x, et seulement si la tangente de x égale à y, la seconde propriété, quel que soit x dans cet intervalle, arc tangente de x sur x, et quel que soit x cette fois-ci dans R, tangente de arc tangente, elle est égale à x. Pardon. Donc, sur ce point, je m'arrête. Et à la prochaine fois avec la dernière vidéo, Inch'Allah. Bien à vous. Au revoir.